Que cherchons-nous devant un film? Une évasion? Une réflexion? Ou une attraction? Chaque visionnage d'une œuvre filmique relève d'une expérience, unique pour chacun de nous. Cette œuvre est vecteur d'émotions et de messages, guidée par un ou une auteure, voulant transposer sa vision du monde ou sa créativité. Le premier récepteur de cette transmission, c'est le public, qui selon sa personnalité, arrivera à se sentir touché par une histoire et une vision unique. Et il arrive parfois que malgré la beauté et la profondeur d'une œuvre, elle puisse passer totalement inaperçue. Diverses raisons peuvent expliquer cette méconnaissance, mais parfois, il arrive juste qu'une œuvre soit là, au mauvais endroit et au mauvais moment. C'est le cas de La Planète au Trésor. Ça fait longtemps que ce projet existe. Bien avant La Petite Sirène et Basie Détective Privé. Les réalisateurs, Ron Clements et John Musker, ont proposé cette histoire dès 1985. Il leur faudra attendre que les moyens techniques soient optimales, mais surtout attendre leur 4e tentative avant que le projet ne soit validé par Disney. Au final, ce délai va être bénéfique pour eux, puisque les ambitions pour ce projet sont assez colossales. Ils veulent apporter l'expérience la plus entraînante et la plus immersive possible. L'ambition et les enjeux sont là. Les deux réalisateurs sont expérimentés, mais ont connu un succès relatif avec leur film Hercule. Surtout quand on compare avec leurs 2 précédents films. Ainsi, comme l'a dit le scénariste Rob Edwards, ce fut un véritable challenge d'adapter le récit culte de Robert Stevenson dans l'univers de la science-fiction. Le projet prend beaucoup d'ampleur. We try to really have the sort of, not rely just on the action, but get characters that you're involved with and have humor and some of those hallmarks of sort of Disney animation. So you can never predict the success or failure of one of these things, but I think we've tried to engage the audience on an emotional level, not just on the visceral action level. So if it works that way, we have a better chance, I would say. Yeah. 140 millions de dollars de budget. Presque 1 millier de personnes derrière la fabrication de l'œuvre. 4 ans et demi de gestation. La Planète au Trésor est à ce jour le film le plus cher de l'histoire de l'animation traditionnelle. Juste devant Tarzan et Atlantide, le monde perdu, qui connaîtra malheureusement un destin similaire. Et malgré les bonnes intentions du duo de réalisateurs, le cinéma peut être parfois cruel. Jim Hawkins est un jeune garçon de la planète Mandragore, vivant avec sa mère aubergiste. Cette dernière ne parvient pas à canaliser les rêves d'aventure de son fils, assez turbulent et troublé par l'absence de son père. Un jour, Billy Bones, corsaire de l'espace naufragé, confie à Jim un coffre qu'il doit cacher d'un cyborg. À la suite d'une attaque soudaine de l'auberge, Jim, sa mère et un ami, le docteur Doppler, parviennent à se sauver des flammes. À l'intérieur du coffre, Jim découvre une sphère dorée qui renferme une carte de la galaxie entière. Mais surtout, elle indique la localisation de la mythique Planète au Trésor. Guidé par sa soif d'aventure et accompagné du docteur Doppler, Jim se lance à la poursuite de cette planète pour se racheter auprès de sa mère. Ils embarqueront à bord du RLS Héritage, dirigé par le capitaine Amelia. Jim est placé sous la tutelle du maître coq John Silver. Malgré son caractère rude et brut de décoffrage, John Silver lui apprend les ficelles d'un bon mousse de l'espace. Une relation profonde se noue entre eux. Jim voyant en John le père qu'il n'a jamais eu. Mais secrètement, une mutinerie se prépare. Les membres de l'équipage de l'Héritage sont en réalité des pirates sous les ordres de John Silver. Dans son aventure vers cette planète, Jim traversera de nombreuses péripéties et apprendra à mûrir dans l'espoir de rentrer chez lui. L'île au trésor est une œuvre culte, sans nul doute l'histoire d'aventure la plus célèbre qui existe, et qui a été adaptée de très nombreuses fois, au cinéma, en série, comme en jeu vidéo. Un classique qui a su parcourir les époques. Une ode à l'aventure, à la liberté et à la découverte. Et c'est exactement ce que représente La Planète au Trésor, et c'est exactement pour ça que j'aime ce film. Cette œuvre est une invitation au voyage, une expédition aussi riche qu'elle est enivrante. Chaque plan, chaque lieu, chaque personnage et chaque événement regorge d'idées pour nous faire vivre l'histoire. Nous sommes immergés dans un univers où la créativité, l'imagination et l'émotion forment une cohésion rarement égalée. Cet univers est beau et poétique. Clements et Musker marquent leur coup, en nous offrant une aventure exaltante, au message inspirant et réconfortant.
dans le temps, levait les yeux en cherchant une place parmi les étoiles. Ce panorama obscur, sombre et fascinant, au point lumineux, fut un de nos premiers éveils de curiosité. La planète au trésor sublime ce lieu, inondé d'interrogations, en nous offrant des visuels défiant notre imaginaire. Ainsi, ce qui frappe en premier dans ce film, c'est son esthétique visuelle. L'ingéniosité des animateurs et des réalisateurs ont permis de créer un univers aussi chaleureux qu'envoûtant. Retranscrire l'île au trésor dans le genre de la science-fiction est le point fort du film. Dans un souci de modernité et d'évasion, le film nous embarque dans des lieux qui semblent à la fois nouveaux et familiers. Les galaxies regorgent de palettes de couleurs gracieuses et qui semblent infinies, des lieux et des bâtiments imposants. L'esprit créatif de l'équipe artistique éblouit le spectateur. Plusieurs éléments peuvent expliquer de tels sentiments. Tout d'abord, la fameuse règle dite 70-30, que j'ai retrouvée dans de nombreuses recherches, et qui illustre le mouvement steampunk. Ce mélange bien caractérisé entre le passé et le futur, entre le XVIIe siècle et le possible XXe siècle, rendant le tout unique et intemporel. Le RLS Héritage en est la parfaite retranscription, un nom faisant référence à l'auteur original, Robert Louis Stevenson. Ce navire spatial qui rappelle les galions du XVIIIe siècle, possédant des voiles qui ne sont pas en toile, mais en panneaux solaires. L'aspect futuriste se mêle brillamment avec un aspect nostalgique, nous permettant de plonger dans un terrain à la fois connu et neuf. Le mélange entre l'animation 2D et 3D nous immerge plus facilement, et nous rend plus actifs au sein des séquences. Rendu possible grâce au travail réalisé par Tarzan 3 ans plus tôt, l'ambition des réalisateurs était de proposer des mouvements de caméra beaucoup plus intenses et frénétiques, pour nous faire ressentir la nervosité des scènes d'action. Les courses-poursuites et la séquence de la supernova nous en mettent plein les yeux. On pourrait croire que cette direction aurait mal vieilli, mais à part une petite séquence au ton assez terne, le film n'a pas pris une seule ride, et va parfois être plus inventif que certains de nos films actuels. En résulte une des plus grandes réussites du film, que ce soit sur l'aspect animation et l'aspect écriture, le personnage de John Silver, cyborg mélangeant habilement la 2D et la 3D pour un résultat édifiant. C'est l'animateur Glenn Keane qui s'est occupé de l'animation de ce personnage. Un homme expérimenté ayant déjà créé l'animation de personnages comme Elliot, Ratigan, Maraout, Pocahontas et de Tarzan entre autres. Pour réussir ce défi, ils ont utilisé le capitaine Crochet, personnage très vivant et mobile, pour faire des tests de CGI sur son bras, donnant ainsi naissance à John Silver, le pirate cyborg. Malgré ce qu'on peut dire sur le studio, le travail des équipes démontre que Disney peut être créatif et en avance sur son temps en matière de technologie. Cette inventivité et cette créativité peuvent s'expliquer par les nombreuses inspirations des créateurs. Évidemment, les références à Star Wars et Star Trek sont présentes, mais pour le parti pris visuel, c'est l'art pictural qui va être culminant. En premier lieu, les illustrations de Newell Cambersieff sur l'œuvre originelle va beaucoup inspirer les animateurs. Une patte réaliste et naturaliste, parsemée de détails et se rapprochant du romantisme et d'une certaine touche mélancolique. La Brandywine School fut également une source d'inspiration. Newell Converse faisait partie également de ce courant et de ce style d'illustration. Il s'en dégage des peintures et dessins illustrant des grandes aventures avec des couleurs chaleureuses. C'est ce qui va définir la palette graphique de la planète au trésor. Les couleurs et les effets de lumière mettent parfaitement en valeur le film, qui possède une aura particulière, puisée dans ses inspirations. Le côté pictural se ressent très nettement, avec ses couleurs pastel et chaudes, nous invitant à mieux nous immerger. L'espace n'a jamais été aussi coloré et vivant, mais cet amas pétillant n'est pas seulement ici pour attirer nos yeux. Elle est le calque des sentiments de nos héros et des décors. Cela peut paraître une technique simple et déjà vue, mais elle accentue notre empathie pour les personnages. Un Jim Hawkins évoluant dans un décor grisâtre en naviguant sur un surf solaire reflète son état d'esprit et son envie d'évasion. La fameuse planète au trésor est de couleur verte, couleur de la nature, qui dans l'esprit des livres de jeunesse représente à la fois les bons et les mauvais côtés de cette nature, lieu fascinant pouvant aider ou nuire le héros. L'inspiration par rapport aux livres de jeunesse et aux codes de couleurs est assez édifiante ici. Malgré l'antagonisme de John Silver, c'est le personnage qui va permettre à Jim de remonter la pente. Donc, en allant vers la droite, vers l'avant, il pourra évoluer. Mais par sa nature tourmentée et suspicieuse, il préfère rester dans le gris. John possède quelques touches jaunâtres, mais très minimes, montrant son ambiguïté.
Ça n'est pas perceptible sur toutes les images, mais les intentions sont là. Les couleurs servent un propos et font naître des émotions. Le rouge pour la peur et le bleu pour la tristesse, et ça, c'est selon votre propre expérience. Il me faudrait des heures pour parler de toutes les idées artistiques de ce film. Un porte solaire, la porte triangulaire, la supernova, les différents vaisseaux et surtout ce plan, qui est à mon sens un des plus beaux du cinéma actuel. Plonger dans la planète au trésor, c'est entrer dans un monde nouveau qui nous pousse à rêver et à imaginer. Mais après ce monde fantastique, ce qui caractérise le film, c'est son humanité. L'animation rend les personnages plus vivants et empathiques que jamais, avec leurs mouvements fluides et bien mobiles. Mais cette humanité, on la doit au scénariste en chef, Rob Edwards, accompagné des réalisateurs et d'une multitude de scénaristes. À travers une histoire simple, il incorpore des relations fortes et rares dans l'univers de l'animation, se détachant et se rapprochant de l'œuvre originale. Tout est basé sur les rapports et les interactions entre les personnages. On retrouve ce qui fait l'âme et le charme d'un classique Disney, et ses protagonistes viennent approfondir le propos et apporter des messages forts pour le public. Mais cette énergie si solaire s'accompagne forcément de zones troubles et assez tumultueuses. Jim Hawkins est un adolescent tourmenté, sans repère depuis l'absence de son père, et cherche à se trouver une place dans ce monde si vaste. Cette perte de repère le plonge dans une profonde déprime et le rend pessimiste sur son avenir et sa propre personne. Il ne se sent vivant qu'en allant au-delà des règles, en pratiquant des sports extrêmes, en se rebellant contre l'autorité. À première vue, on est face à un adolescent qui veut se sentir libre, intelligent et doué, malgré sa personnalité turbulente, rebelle et espiègle. Mais sa rencontre avec John Silver va tout bouleverser. Car Jim ne cherche pas à être un homme libre, comme le laisse croire la chanson française, qui est très belle soit dit en passant. Mais elle part sur une direction différente par rapport à la chanson originale. Dans la chanson originale, Jim parle des conséquences de sa vie suite à la fuite de son père. Depuis ce jour, il se sent invisible. Il ne croit en rien, car il a l'impression d'avoir perdu un repère fondamental. Il n'a jamais eu la reconnaissance qu'il voulait, et à cause de ça, il se sent encore comme le petit garçon qu'il était. Et malgré sa déception envers les autres, il continue à se battre. Il veut avoir l'initiative, mais c'est à force d'échecs et sans reconnaissance qu'il perd foi en lui. Arrive ainsi John Silver avec son discours. Tu as en toi les prémices de la grandeur, mais faut te mettre à la barre et choisir toi-même ton cap. Accroche-toi contre vents et marées. Et quand le moment sera venu, tu auras l'occasion de mettre à l'épreuve le gréement de ton navire et de montrer ce que tu as dans le ventre. Ce jour-là, j'espère être avec toi pour contempler tes voiles inondées de lumière. Avec ses répliques ô combien poétiques et surtout émouvantes, John Silver lui montre qu'il n'a pas forcément besoin de gens pour avancer, qu'il doit juste compter sur lui-même et qu'il doit croire en lui. John Silver fera office de figure paternelle pour le jeune garçon, et l'ambiguïté du pirate le fera mûrir et réaliser le monde qui l'entoure. John Silver est au départ un pirate cruel, stratège et manipulateur pour parvenir à son but ultime. Mais en côtoyant le jeune mousse, John montrera une grande part d'humanité à son égard. Jusqu'au bout, on se questionne sur ses intentions, mais on sent que c'est un homme au grand cœur. Une ambiguïté menée d'une main de maître, permettant au personnage d'évoluer vers le bon côté, malgré la menace qu'il représente. Après, la performance de Jack France, le comédien français, joue énormément dans l'empathie qu'on éprouve. Avec cette voix ocre et chaleureuse, il pourrait être notre deuxième papa, où sa dureté cache un profond respect et un vrai attachement. Les dialogues sont parfaitement écrits et rythmés pour nous faire vivre cette relation de mentor-élève, père-fils. John Silver est un antagoniste unique, presque un anti-héros. Ses mauvaises actions sont vite rattrapées par ses actes altruistes et émouvants. Il apprendra énormément à Jim, montrant que pour poursuivre ses rêves, certains sacrifices sont nécessaires. Il faut croire en ses rêves, ne jamais cesser d'y croire, car c'est ce qui nous rend humains. Une leçon universelle qui nous fait évoluer. Les personnages secondaires ne sont pas en reste. Le docteur Doppler, aussi enthousiaste que fébrile, toujours à faire des amalgames, évolue vers un personnage beaucoup plus assuré au contact du capitaine Amelia, personnage féminin entreprenant et autoritaire. Deux personnages opposés, de leur race jusqu'à leur caractère, qui apprennent à se connaître et à vivre ensemble pour former un couple fort. Un autre personnage important, la mère de Jim, interprétée en français par Ninou Fratellini, qui
qui a aussi interprété Janet dans Ma famille d'abord. Épuisée par son travail et par les turbulences de son fils, elle peine à établir une stabilité. Son amour pour son fils et son chagrin amplifient l'empathie qu'on éprouve pour elle. Et ne parlons pas aussi de Morpho, aussi drôle qu'attachant. Même si les autres rôles secondaires manquent d'inventivité et de caractérisation, cette palette de personnages hauts en couleur forme un cosmos qui rend plus vivant que jamais ce film. Je ne peux pas parler du film sans mentionner les compositions de James Newton Howard. La loi des 70-30 fut également employée pour la musique. Un mélange de musique classique orchestrale avec des inspirations de Star Wars et de musique celtique. À la fois haletante et frénétique, on ne peut que se sentir embarqué avec ses compositions. La planète au trésor est un pur joyau de l'animation. Un rêve qu'ont voulu nous partager deux génies de l'animation. Je vous incite grandement à le regarder sans plus tarder. C'est un grand film qui est très sous-estimé. Mais pourquoi n'a-t-il pas marché d'ailleurs ? Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent expliquer l'échec du film, à la fois interne et externe. Et même s'il a été globalement bien accueilli, il possède des failles. Mais je pense que son échec est relié à son contexte. L'île au trésor a été adaptée de très nombreuses fois. Elle fait partie intégrante de la culture populaire. C'est la 3e itération de Disney, et malgré la science-fiction, le public a dû sentir une lassitude en voyant une énième adaptation de l'œuvre. Mais j'ai du mal à croire en cette théorie. Il faut surtout se dire que l'île au trésor est un classique de l'aventure, un récit ayant inspiré de nombreuses histoires et les codes mêmes de la littérature d'aventure. La planète au trésor change de contexte en modifiant le caractère de certains personnages, mais adapte scrupuleusement la trame de l'œuvre. Un certain classicisme et un manque de surprise se fait ressentir. Surtout que nous retrouvons quelques codes inhérents au film Disney, comme la fameuse trahison ressentie par le héros par exemple. Autre détail, le nombre de comic relief. Trop de personnages possèdent ce statut, dont Ben, qui peut paraître irritant et sans grand intérêt narratif. De plus, Jim n'est pas un héros atypique de Disney. Son côté tourmenté, rebelle et assez inconscient à la James Dean peut lui faire manquer d'empathie au début. Son évolution est forte, mais elle peut avoir du mal à démarrer. Mais ça, ce sont des éléments qui peuvent très vite être pardonnés ou justifiés. D'après ce que j'ai pu lire, le plus gros reproche qui est fait au film, c'est sur son côté hybride. Vers qui est-il destiné ? Aux enfants ? Aux adolescents ? Aux adultes ? Le film est flou sur sa direction globale, avec un aspect sérieux qui dénote avec les productions plus légères et joviales auparavant. Pas de chansons chantées comme les autres productions, on ne voit pas le héros chanter, pas de romance autour du héros, ni de princesse Disney. Il pourrait manquer quelque chose à cette œuvre, au contour assez flou. Malgré ce tournant vers une histoire plus mature, comme a pu entreprendre Atlantide, l'histoire ne serait pas assez sérieuse pour les adultes, et d'un autre côté, pas assez enfantin pour attirer les enfants. Le parti pris d'incarner, de la meilleure manière selon moi, les troubles de l'adolescence, a cloisonné le film. Je trouve personnellement la composition équilibrée, mais au vu des précédentes productions de Disney, comme Lilo et Stitch ou Cusco, je peux comprendre le trouble qui subsiste. Là nous avons les potentielles raisons intrinsèques à l'échec du film, mais en soi, ces défauts ne peuvent justifier un tel oubli, surtout qu'ils sont vite écartés par les nombreuses qualités de l'œuvre. En fait, La planète au trésor est sorti en novembre 2002. Il fait suite à un gros échec de la part de Disney, qui possède similairement les mêmes intentions, Atlantide. Cette période symbolise la transition vers les films d'animation en 3D, au vu du succès de Toy Story, mais surtout de Shrek. D'après Disney, et surtout en voyant le score des différentes œuvres, l'animation 2D semble ne plus intéresser le public. Ainsi, pour essayer de retrouver des couleurs, Disney a tenté, a pris des risques, pour proposer des œuvres plus atypiques et radicales. Ce qui est assez étonnant aujourd'hui. Mais hélas, malgré Lilo et Stitch, la sauce n'a jamais pris. Vulgairement, Disney était has-been. Et pour Musker et Clements, c'est un deuxième échec d'affilée avec Hercule. La planète au trésor est également sortie le même jour que Harry Potter 2 et que Meurt un autre jour. Deux mastodontes qui ont vite mis le film à l'écart. Pour un budget de 140 millions, le film en rapportera 100 millions. Un échec. Cependant, le film a été nominé aux Oscars et partait pour un second départ, une seconde jeunesse. Mais il s'est fait éclipser par un autre mastodonte, le voyage de Chihiro. Et c'est après ces malheureuses mésaventures que La planète au trésor sombrera dans l'oubli, comme un essai non marqué de Disney. C'est une œuvre ô combien sous-estimée. Et ce qui est le plus triste, c'est que Disney a marqué le coup avec Pirates des Caraïbes l'année d'après.
On peut en conclure que La planète au trésor est sortie au mauvais moment, à la mauvaise date et à la mauvaise période, malgré les bons retours du public. Les conséquences ? La fin annonciatrice de la 2D chez Disney et l'écartement de Musker et Clements pendant 7 longues années. Vous savez ce qui serait bien pour remettre au goût du jour cette œuvre ? Un remake live action, car La planète au trésor possède tous les éléments pour avoir une grande saga de science-fiction et d'aventure. À l'univers riche, aux personnages complexes et aux messages forts, cette œuvre nous donne de l'espoir et de l'optimisme. Elle nous pousse à poursuivre nos rêves, malgré la difficulté du chemin, à croire en nous et en nos capacités. Une œuvre qui vous réconfortera dans les moments difficiles. Une œuvre qui nous pousse à voyager, à imaginer et à rêver. Et quelle est la seule personne qui vous empêchera de poursuivre vos rêves ? C'est vous. Alors oui, on peut reprocher au film une trame simple et prévisible, sans aucune valeur ajoutée. Mais une œuvre n'a pas besoin d'être complexe. Elle a besoin de nous transmettre des émotions, de nous faire vivre une histoire, une aventure, de nous emmener vers des lieux qui nous sortent de notre quotidien. La planète au trésor est une ode à la rêverie. Il suffit de croire en vous pour réaliser vos rêves.